Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer le Advent of Code 2020. Donc l'Advent of Code, le calendrier de l'Avent du code, c'est un petit challenge où tous les jours, jusqu'au 25 décembre, on a un petit puzzle, enfin deux puzzles à faire. Et donc je vais essayer de les faire en vidéo comme je l'ai fait l'année dernière. Je vous mets la petite fiche si vous voulez rejoindre la playlist de l'année dernière. J'avais pas fait toutes les 25 jours l'année dernière, j'avais fait je crois 17 jours. Mais voilà, je m'étais bien amusé et donc je vais continuer cette année. Donc cette année, on commence avec un premier exercice assez simple. Je vais faire cet Advanced Code en Rust, comme je l'avais fait l'année dernière, parce que c'est un langage qui m'intéresse toujours et j'aimerais bien me perfectionner dans ce langage. Donc je trouve que c'est un bon exercice. Donc la première chose à faire, c'est de lancer un petit... euh, alors j'ai un petit dossier ici normalement, Advent of Code. Tac. Et donc je vais créer un nouveau projet Rust. Donc je vais faire un nouveau projet Rust que je vais appeler day01 et ça va être un projet binaire pour qu'on puisse exécuter l'application. Donc si je vais dans day01 et que je fais cargo run, normalement, voilà, c'est bon, j'ai un hello world qui s'apparaît. Maintenant, si j'ouvre avec mon éditeur de code, on va pouvoir commencer à travailler sur le premier puzzle. Donc là, on voit le println hello world. Donc si je reviens sur l'exercice, le premier exercice à faire, c'est qu'on a une liste, ici, de chiffres. Et à partir de cette liste de chiffres, on doit déterminer les deux chiffres, quand on les additionne, donnent 2020. Par exemple, là, 1721 et 299 donnent 2020 quand on les additionne. Ensuite, on doit multiplier ces deux chiffres et ça nous donne le résultat qu'on doit insérer dans la réponse ici sur le site. Donc la liste, bien évidemment, est beaucoup plus longue que cette liste-là. On peut récupérer notre puzzle input qui est ici. Donc il y a quand même pas mal de chiffres. Ce que j'aimerais bien chercher, c'est s'il y a 10-10. Déjà, non, il n'y a pas 10-10, parce que 10-10, c'est un cas un peu particulier. Donc il n'y est pas, donc ça m'arrange. Alors la première solution à ce puzzle, qui m'a venu la première idée, c'est de faire une double boucle, c'est-à-dire de parcourir une fois les éléments, puis de reparcourir une deuxième fois les éléments à l'intérieur, et tester toutes les combinaisons. Ça, c'est un algorithme qui va être exponentiel, enfin qui va être en n2, c'est-à-dire qu'on va faire deux fois, si on a 10 000 éléments, on va faire 10 000 fois 10 000 fois l'itération. Je pense qu'on peut faire un peu plus simple et un peu mieux. Pour ça, on va utiliser un H7 en Rust. Donc un H7, qu'est-ce que c'est? C'est une, alors un set, d'abord, qu'est-ce que c'est en informatique? Un set, c'est un ensemble, une collection d'éléments. Donc par exemple, on pourra avoir plusieurs chaînes de caractères ou plusieurs chiffres dans ce set. Le set a quelques propriétés, c'est-à-dire qu'il nous garantit que c'est unique. À l'intérieur de ce set, quand on ajoute quelque chose, il est forcément unique. Il n'y en a qu'un seul exemplaire à chaque fois. Et ensuite, on peut demander au set, on peut lui demander s'il contient un élément. Et l'avantage du set, c'est que cette opération de contains est très rapide. Normalement, elle est en O de 1, c'est-à-dire qu'elle est instantanée, on va dire. Quelle que soit la taille du set. Si le set, il y a 20 000 éléments dans ce set, le contain sera toujours instantané. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour nous, parce que comme ça, on va pouvoir enregistrer tous les chiffres et chercher le chiffre que l'on veut. En fait, on pourrait tester, on va dire, toutes les combinaisons, faire 1721 plus 979 et vérifier si ça vaut 2020. Mais on peut faire aussi l'inverse. On peut faire 2020 moins 1721. Alors, je ne sais pas combien ça va donner, ça va donner 299. Et on peut chercher si 299 est présent dans la liste. S'il est présent, ça veut dire que c'est bon, on a trouvé le bon chiffre. Donc moi, je vais plutôt faire cette opération-là, parce que même si, bon, vu la taille du jeu de données ici, ça ne devrait pas poser problème de faire une double boucle, j'aimerais bien quand même apprendre des nouvelles choses en Rust, et donc du coup, j'aimerais bien utiliser des choses un petit peu plus poussées que juste faire des boucles, simplement. Donc on va utiliser ça. Donc je vais importer mon H7 au début de mon fichier. Alors ça vient de std, donc c'est la standard, je ne sais pas comment ce que ça voulait dire réellement, std. Mais en tout cas, c'est la bibliothèque standard de Rust. Donc c'est-à-dire que c'est inclus par défaut, on n'a pas besoin d'installer une dépendance supplémentaire. Ensuite, on va créer un H7. Alors, je vais créer une petite fonction ici que je vais appeler input qui va me retourner un H7. Alors, je ne sais jamais si c'est comme ça en Rust. On va voir. Et du coup, ici, je vais faire un ça et puis je vais return books. Alors, on va renommer books en quelque chose d'autre. On va return books. Tac. Books, on va le renommer en numbers, par exemple. Et normalement, déjà, ça devrait fonctionner. On va voir. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse return comme ça. Mais voilà, l'objectif, c'est un petit peu de retourner. Ok, donc c'est pas deux points, c'est peut-être flèche. Je me perds un peu dans les différents. J'utilise pas mal de langage. Et du coup, c'est vrai que. Ok, donc là, ils nous disent que le H7 a besoin d'un type argument. Alors pourquoi? Parce qu'un H7, c'est pas seulement c'est un conteneur vers quelque chose d'autre. Donc nous, ce qu'on va contenir à l'intérieur, ça va être un chiffre qui est unordered, donc on va faire un U32. En gros, ça veut dire que c'est un chiffre qui n'est pas signé, donc ça veut dire que c'est un chiffre positif.
Donc on va voir déjà, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc il nous dit que input n'est jamais utilisé, que mute numbers, que numbers n'est pas mutable. Donc voilà, ça c'est l'avantage de Rust, c'est qu'il nous donne pas mal d'indications à ce niveau-là. Donc ensuite, on va remplir cet élément. Alors comment je vais faire ça? Je vais copier-coller tous mes inputs. Alors, j'aurais pu faire lire et parser les chiffres, etc. Mais bon, je trouve ça un peu plus compliqué. Donc pour l'instant, on va juste se contenter de faire ça à la main, entre guillemets. Donc je vais utiliser la magie des multicurseurs, donc avec CTRL-D sous la majorité des éditeurs, que ce soit Sublime Text, VS Code, Atom. Normalement, c'est CTRL-D. Et si ça n'est pas CTRL-D par défaut, vous pouvez le changer dans les paramètres. Voilà. Donc là, j'ai plein de petits curseurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire numbers. Alors, je crois que c'est insert, mais je ne suis pas sûr. Donc, on va déjà tester ça. On va vérifier. Donc, c'est books.insert. Donc, effectivement, c'est insert. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, je peux enregistrer et je peux relancer. Et normalement, ça devrait être assez rapide. Voilà. Donc, ça fonctionne de la même manière, sauf que maintenant, j'ai tous mes chiffres qui sont dans. OK. Maintenant, ici, à place de Hello World, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler part 1, parce qu'il y a deux parties dans chacun des puzzles. Et donc, je vais faire part 1, part 2. Hop, je peux d'ailleurs créer les deux fonctions. Et donc, j'aurai part 1 et fn part 2. Voilà. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, pas de souci. Ok, donc j'ai mes deux fonctions, part 1, part 2. Donc, dans part 1, l'objectif, ça va être de parcourir tout le set. Et pour chacun des éléments du set, vérifier si on a l'inverse qui est présent également. Donc, comment on va faire ça? Alors, comment on parcourt un set? On peut iterate, donc avec un for, donc une boucle for. Donc, je vais faire ça. Hop. Donc, je vais faire for number in. Alors, je vais faire let input ou numbers est égal à input. Donc là, je récupère mon set. Et ici, je vais faire for number in numbers. Donc là, je vais parcourir tous mes éléments. Et je peux afficher number. Normalement, ça devrait m'afficher tous les chiffres. Voilà, donc là, ça m'affiche tous les chiffres. Parfait. Maintenant, je vais faire, je ne sais pas comment l'appeler, on va appeler reminder, c'est 2020 moins number. Donc ça va nous donner le chiffre que l'on cherche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que if numbers contains reminder, dans ce cas-là, on a trouvé ce qu'il nous fallait. On a trouvé notre chose, donc on peut faire un break et faire un print de number et un print de remainder. Donc si je fais cargo run, normalement, hop, alors il y a un petit problème. Expected, on expecte un pointeur vers U32 et on a trouvé un U32. Donc là, j'ai besoin d'un pointeur. C'est assez facile, je vais juste faire hop, une référence comme ça. Numbers. Alors, donc là, ça c'est un autre système qui est un peu embêtant. C'est qu'on ne peut pas utiliser deux fois numbers. Ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on ne puisse pas utiliser deux fois numbers à cet endroit-là. Pourquoi into iter? Alors ça c'est un peu le Rust et c'est ça pour ça que je fais cet Advent of Code, parce que même si c'est des projets, des puzzles qui sont pas très concrets, et bah, ça me permet de dommer sur ce genre de bug et essayer de comprendre pourquoi. Parce que pour moi ça devrait fonctionner parce que tout n'est pas mutable. On l'utilise deux fois, mais les deux fois normalement on le touche pas. Donc c'est ça qui m'étonne un petit peu. Alors, on essaie de comprendre un peu l'erreur. Borrow of move value numbers. Move occur. Numbers moved due to the implicit call to into iter. Ok, donc là on a fait une itération et donc on a move. Ah oui, d'accord. Donc là il me met une petite help. On peut borrow au lieu de move. Donc au lieu de faire un for numbers, on peut faire ça. Je pense que du coup ça va casser mon number contains. Le remainder sera déjà un pointeur, si je dis pas de bêtises. Non, ça fonctionne. Donc là on a bien 896 et 1124 qui sont tous les deux présents normalement dans mon input et qui normalement font, quand on les additionne, 2020. Donc le résultat, c'est ça fois reminders. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux faire number, virgule, reminder, virgule, et les afficher comme ça. Tac. Hop, comme ça on a un joli résultat. Et si je fais un cargo run, voilà. Donc là on a 1124, 896 et ça nous donne ce chiffre-là. Donc maintenant, si je n'ai pas fait de bêtises, je peux aller ici dans ma réponse, copier-coller, submit,
et on m'a dit que c'était la bonne réponse. Donc je vais pouvoir continuer à la partie 2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire ces vidéos une fois par jour. Si j'ai pas le temps de le faire la journée, et bah, ça sera sans doute un autre jour. Enfin, je les ferai peut-être. Les vidéos seront peut-être un petit peu en retard par rapport vraiment au jour même. Mais j'aimerais bien faire aller le plus loin possible. Après, il s'avère que le Advent of Code, à la fin, ça devient vraiment très compliqué au niveau de l'algorithmique et au niveau de la réflexion. Et bon, ça m'intéresse, mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps et c'est moins intéressant au niveau de pratiquer le langage comme j'aimerais le faire, moi, pratiquer un peu le Rust, tomber sur ce genre de problème ici qu'on a eu, essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, essayer de résoudre le problème pour être plus à l'aise avec ce langage. Donc c'est vrai que généralement à la fin à la fin des derniers jours, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il faut passer du temps à réfléchir, à faire des faire des, comment dire? Des brouillons et écrire sur papier, essayer de comprendre comment ça peut fonctionner. Donc voilà, donc j'espère que j'irai le plus loin possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et moi, je donnerai vous très rapidement du coup pour la suite de cette série.